bienvenue dans ce webinaire FUSIS, la gouvernance collaborative, une nouvelle génération d'entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Et d'abord Luc Breton. Luc, bonjour. Bonjour Yannick. Voilà, et donc je vais vous présenter Luc très rapidement. Luc est président et fondateur d'une société qui s'appelle Purpose for Good, et également d'un salon qui est maintenant un grand impact dans les entreprises justement de nouvelle génération en France et en Europe, qui s'appelle Next Gen Enterprise Summit, et dont la première édition a eu lieu, c'était en novembre, fin novembre, si mes souvenirs sont bons, avec 27-28 novembre, distribution de prix. absolument. Voilà, avec une distribution de prix pour les entreprises innovantes, etc. C'était vraiment un grand événement, et je pense qu'il y en aura donc un deuxième cet automne. Et Luc, avant cela, il y a quelques années, il était également vice-président en charge des équipes d'innovation pour Orange. Donc, quelqu'un qui est à la fois dans l'innovation, la technologie et les entreprises avec des modes d'organisation nouvelles. Et donc, Luc, avec ses co-auteurs Philippe Pinault et Olivier Tranois, a publié il y a quelques semaines, ou un mois ou deux, je ne sais plus exactement la date, je pense que mois de novembre également, un livre qui a, je pense, eu beaucoup de retentissement. L'entreprise nouvelle génération, 250 managers, 200 entreprises, 30 pays, les conseils et les bonnes pratiques pour ceux qui ont à réussir à transformer le management. Donc, un livre vraiment, vraiment riche et qui va être le cœur de notre débat aujourd'hui. Et ce livre est d'ailleurs préfacé par Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, et Isabelle Cocher, l'ancienne présidente d'Engie. Donc voilà, c'est un livre qui, je pense, a marqué cet automne dans le domaine. Et pour discuter avec Luc, pour échanger, pour débattre, Laurent Ledoux, qui est mon associé chez FUSIS. Alors Laurent, je pense que beaucoup de gens le connaissent ici sur les webinaires FUSIS, mais en quelques mots, il a été président d'un ministère en Belgique, le ministère des Transports, on appelle ça le ministère de la Mobilité et des Transports. Il a été aussi directeur dans une grande banque bien connue également. Il était chef de cabinet dans un autre ministère, consultant, mais il a aussi eu des missions plus différentes, puisqu'il a été aussi directeur des ressources humaines pour MSF au Mozambique, par exemple. Donc une longue carrière de dirigeant, mais aussi de dirigeant engagé. Et moi-même, donc voilà, je suis le facilitateur, le modérateur de ce débat, et je suis l'administrateur délégué de FUSIS. Alors, Luc, pour lancer la discussion, je voudrais te poser une première question que j'ai tirée des conclusions du livre, en fait. Dans la conclusion du livre, tu écris le capitalisme actionnarial a pris fin et l'entreprise doit assumer la responsabilité politique qui est la sienne. Alors, qu'est-ce que tu pourrais rebondir sur cette conclusion? Aujourd'hui, je pense que tout le monde constate la faiblesse relative des États, la régression du politique au sens classique du terme, les États qui sont endettés, qui ont du mal à gérer des problématiques qui sont souvent supranationales ou transverses à un village mondial qui est devenu globalisé, en tout cas du point de vue économique, et des géants de l'économie qui ont fait irruption de par la révolution industrielle qu'est Internet, qui ont absorbé ou développé une valeur gigantesque. On a des sociétés pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qui sont valorisées plus de 1000 milliards de dollars. La moitié des 10 que j'identifie à ce niveau-là sont américaines et l'autre chinoise. Donc ça donne une idée du rapport de force. Et dans ce contexte, je pense que l'économie a une responsabilité majeure dans la capacité à réduire les fractures qui sont apparues et qui sont grandissantes dans la société et dans l'environnement. Ces fractures, si l'économie ne prend pas ses responsabilités, ne s'en empare pas, n'essaie pas de les réparer, de les réduire, de les atténuer, nous allons au-devant, je pense, de graves crises sociales, peut-être même de révolutions, et en tout cas d'un mal-être qui va progresser. Et donc je pense, alors la phrase que tu as citée est très inspirée de Pascal Demurger, le CEO de la Maif, hein, qui est un grand groupe d'assurance en France, qui a écrit un livre qui est le 21e siècle. Les entreprises du 21e siècle seront politiques ou ne seront plus. Et ça exprime le même sentiment
de la responsabilité qui maintenant va être du côté de l'économique et des acteurs économiques pour agir sur le politique au sens noble du terme, pour essayer de réparer la société et l'environnement. Et si on ne fait pas ça, la défiance vis-à-vis du capitalisme va grandir. Alors c'est un libéral convaincu qui vous parle, hein, je ne suis pas un je ne suis pas pour revenir à des modèles que le XXe siècle a condamnés, hein, et dans le sang. Donc moi, je suis très conscient du fait que l'humanité s'est émancipée par la création de valeur qu'a permis le capitalisme. Donc j'ai pas un problème avec le capitalisme. Par contre, je constate, comme le dit aussi Jean-Dominique Senard dans la préface du livre, que la défiance vis-à-vis des entreprises, et plus elles accumulent de richesses, et plus cette défiance, elle est grandissante. Et donc, on a besoin de transparence et on a besoin que les acteurs économiques s'engagent pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Et la transformation du management est nécessaire pour atteindre ce résultat? Alors, effectivement, ce qui est apparu au cours de nos 250 interviews et de cette enquête qui nous a fait faire le tour du monde, c'est qu'en fait, les organisations les plus efficaces à avoir un impact positif sur la société et l'environnement sont des entreprises qui aujourd'hui adoptent des nouvelles méthodes de management. D'ailleurs, on parle de moins en moins de management et je pense de plus en plus à l'avenir de leadership et de développement du leadership de chacun dans ses rôles et dans le périmètre de ses responsabilités. Et ce que John Kotter, dans son dernier bouquin Accelerate, décrit, on l'a parfaitement interviewé pratiquement 250 fois, c'est vraiment le passage de cette fameuse pyramide hiérarchique traditionnelle qui est née avec le Fordisme, le Taylorisme, il y a 120 ans, à un network of teams, donc un réseau d'équipes qui caractérise les entreprises de nouvelle génération. Et je pense que les entreprises qui souhaitent avoir un impact ne peuvent pas attirer à elles les talents si elles ne se mettent pas dans une configuration qui favorise la collaboration plutôt que le rapport de parents à enfants qu'on a trop souvent connu dans nos carrières. Pour nous qui avons un peu d'expérience, moi ça fait plus de 22 ans que je travaille et que j'ai été manager dans des structures dites traditionnelles. Et ce rapport de parents à enfants, il ne tiendra plus aujourd'hui dans le monde de l'Internet où l'information est accessible à tous et où la transversalité est une richesse parce qu'elle permet à chacun d'exprimer son talent au sein d'équipes pluridisciplinaires. Laurent, quelle est ta réflexion, toi, sur le rôle politique de l'entreprise et l'impact des nouvelles approches du management sur ce rôle? Ben, je dirais que je partage évidemment le constat de Luc. Euh, J'ajouterais simplement, pour compléter ce qu'il vient de dire, c'est que l'importance de ce qu'il a appelé l'économie, mais je pense qu'il vise surtout les entreprises, qu'elles soient privées ou non, euh, ne peut évidemment pas se passer de l'État. Et je pense que ce que nous devons souhaiter essayer de mettre en œuvre, c'est un État aujourd'hui qui soit capable effectivement de jouer son rôle pleinement pour définir ou clarifier les règles du jeu justement de l'économique. Et de ce point de vue-là, donc il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre l'État et les entreprises. Mais il est vrai que la mondialisation et les nouvelles technologies ont changé la façon dont le jeu se jouait entre les États, entre les entreprises et bien sûr tous les organes qu'on a vus apparaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que sont les lobbies, les ONG et ce genre d'organismes. Bon, ceci étant dit, je voudrais rajouter peut-être deux choses à ce qu'a dit Luc. La première, c'est que ce qu'il voit comme nécessaire au sein des entreprises privées peut et doit, selon moi, aussi se mettre en place dans les organisations publiques. Et on en voit d'ailleurs qui le font. J'ai eu la chance, en tant que président du ministère des Transports, d'essayer de le faire au niveau de cette organisation. Mais je pense qu'à tous les niveaux de l'État, il pourrait y avoir une dynamique similaire à celle qu'analyse Luc dans son livre Entreprise nouvelle génération. La deuxième chose, et ça fait aussi écho à ce qu'a dit Luc, c'est que je pense qu'il y a un lien très fort entre la mise en place
de ce qu'on pourrait appeler une gouvernance participative, collaborative, adaptative, peu importe le terme, mais donc qui vise effectivement une plus grande collaboration entre les membres de l'organisation et aussi avec son environnement. Bien que si on arrive à mettre en place cette gouvernance au sein d'une organisation, celle-ci aura aussi plus naturellement tendance à collaborer avec son environnement extérieur et donc avoir probablement un meilleur impact environnemental et sociétal. Je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet direct, mais à mon avis, il y a quand même des corrélations fortes. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment, ces nouvelles gouvernances sont des ferments pour aider véritablement à ce que chaque entreprise, comme De Murger le dit très clairement, eh bien, prenne son rôle politique, qui n'est pas de se substituer aux politiques, mais de contribuer à ce que les Grecs appelaient déjà la police, c'est-à-dire le vivre ensemble, si on peut l'exprimer ainsi. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé complètement dans le paradigme social, économique et mondial avec Internet, qui a été très bien expliqué dans les années 90 par un petit manifeste que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à parcourir, qui à l'époque, c'est-à-dire il y a presque 30 ans, était quand même extrêmement visionnaire, qui s'appelait The Cluetrain Manifesto, Oui. et qui expliquait que les marchés sont des conversations. Les marchés sont des conversations, c'est exactement ce qui est arrivé 30 ans après l'irruption d'Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène nouveau, c'est la transparence. Et que ça nous plaise ou pas, la transparence, c'est un fait aujourd'hui. D'ailleurs, les politiques l'ont appris souvent à leurs dépens, eux qui vivaient sur une relation de diffusion de l'information de 1 vers N, donc du broadcast, qui était l'apanage des grandes institutions, de ceux qui avaient du pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde peut broadcaster, tout le monde peut diffuser de l'information. Et cette transparence, à partir du moment où c'est l'alpha et l'oméga de la règle du marché, si vous ne la prenez pas en compte, si vous ne faites pas les choses avec sincérité, elle finira par se retourner contre vous. C'est pour ça que je pense que les sociétés qui n'ont pas une raison d'être extrêmement intégrée dans toutes les pores de l'organisation et vécue par tous, avec les valeurs qui vont avec, on va finir par découvrir qu'elles sont en train de faire du washing, de la communication. Ça va être totalement contre-productif et ça va jouer contre elles. Et c'est la raison pour laquelle ce nouveau contexte de transparence et donc de confiance, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez de la transparence et puis avec les gouvernances par réseau d'équipe, de l'autonomie et de la responsabilité, la confiance est un prérequis. Alors, ce n'est pas une confiance aveugle, hein, c'est une confiance qui se base sur la responsabilité de chacun, le développement de l'entrepreneuriat au sein de l'organisation. À partir de là, vous ne pouvez pas avoir une raison d'être qui soit profondément contre-productive pour la société et l'environnement. Et réciproquement, vous ne pouvez pas avoir un management de petits chefs et de petits caporaux parce que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les gens intelligents ont besoin de s'exprimer et tout le monde est intelligent. Et la capacité cognitive des individus dans les organisations très hiérarchiques ont tendance à être utilisées de moins en moins. Donc, c'est pour cette raison que je prétends, en tout cas, c'est une des thèses du livre et une de mes thèses personnelles. Et avec mes co-auteurs, je pense Philippe Pinault et Olivier Tranois, on est assez alignés là-dessus, qu'il y a une relation consubstantielle, structurelle entre la façon d'organiser l'organisation avec ses gouvernances collaboratives et l'impact que cette organisation peut avoir effectivement sur la société et l'environnement. Est-ce que cette solution heureuse est obligatoire? Parce que si on regarde bien Internet a aussi accouché de populisme. Trump est un roi de l'Internet. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va suivre un chemin positif ou un chemin qui l'est peut-être un peu moins? C'est une très bonne remarque. Et puis, je vais rebondir aussi sur ce que Laurent a dit précédemment. Moi, il y a un fait qui a attiré mon attention il y a 15 jours, je crois. C'est l'addition d'un module productivité sur un outil de Microsoft, un réseau social de Microsoft, qui en fait était un module qui a été perçu instantanément par tout le monde comme un module de flicage assez bestial, du fait que les gens étaient connectés, de ce qu'ils faisaient, etc.
je pense que c'est assez insupportable d'imaginer que des éditeurs de la puissance de Microsoft puissent générer des choses comme cela. Et je pense, de la même manière que Laurent l'a exprimé, que le rôle politique des États n'est pas du tout terminé. Au contraire, il serait bien qu'ils reviennent en pleine lumière. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons la chance, pour la plupart des gens qui sont connectés, je pense aujourd'hui à ce webinaire, de vivre en démocratie. Et la démocratie, elle peut permettre justement au maximum de personnes de s'exprimer, d'émettre des souhaits, d'influer sur le cours des choses en allant vers des choix majoritaires et en développant vraiment une intelligence collective. Et à partir du moment où la puissance d'un groupe économique est dans les mains de quelques personnes, Internet peut produire potentiellement des choses monstrueuses. On l'a vu aussi avec une intelligence artificielle qui avait été laissée à elle-même pour apprendre, qui, au bout de quelques itérations, avait des propos racistes et totalitaires. Donc, je pense que Internet est capable de scaler des choses extraordinairement positives. C'était l'objet de mon propos initial. Je pense que Internet va être le support de la généralisation, on verra, mais en tout cas de l'expansion très forte de ces nouvelles formes de management qui permettent d'être efficaces, de développer l'intelligence collective et de développer l'impact, mais elle peut aussi accoucher de monstres. Et donc, c'est très important que le cadre démocratique dans lequel nous sommes, on puisse le protéger comme la prunelle de nos yeux, c'est notre bien le plus précieux, et de veiller à ce que, effectivement, on soit dans une vraie démocratie, c'est-à-dire qu'on a des représentants politiques, il faut les respecter, on ne peut pas sans arrêt rejouer les règles de la démocratie. Il faut être consistant sur la façon dont on progresse. Et si chacun joue son rôle, je pense qu'on peut. Moi, je suis très optimiste en tout cas sur la suite. Je pense que vous le comprenez, hein, et je pense qu'on peut tirer le meilleur parti à la fois de la puissance d'Internet et de la grande qualité de nos modes démocratiques. Alors, il y a une question de l'audience et concrètement, comment on fait pour développer ces nouveaux modes de management? Alors, c'est une excellente question et quasiment tous les dirigeants, COMEX, comité de direction et CEO, PDG de sociétés que je vais qualifier de traditionnelles ou legacy me posent la question. Et donc, la réponse, c'est que c'est quand même très difficile d'y aller par soi-même seul. C'est possible, hein, bien sûr. Il y a énormément de... Enfin, c'est très décrit dans la littérature maintenant. Notre livre y participe. Il y a énormément de témoignages aussi qui sont disponibles en vidéo et sur Internet. Mais je pense que c'est une transformation de mode de fonctionnement et une évolution culturelle majeure qui se fait dans le temps. Et pour ce faire, alors moi, je l'ai fait à échelle significative chez Orange. Comme tu l'as dit, Yannick, j'étais en charge de l'innovation produits et services au niveau mondial pour le groupe. Donc, j'avais sous ma responsabilité directe près de 700 personnes, en indirect près de 4000. Et donc, ça a été un terrain de déploiement des gouvernances collaboratives extrêmement intéressant. Depuis, ça s'est disséminé aussi dans d'autres parties du groupe. Comment est-ce que j'ai procédé? Moi, n'étant pas un expert du domaine à cette époque, j'ai commencé par former tous les managers qui souhaitaient aller dans cette direction au sein de mon comité de direction. Et puis ensuite, plus largement, j'ai laissé l'initiative à ces managers de se déclarer intéressés pour tester ce mode d'organisation. Et nous avons sollicité au départ, et pendant un certain temps, facilement 2 ans, des coachs externes en gouvernance collaborative et en agilité pour nous accompagner. On a sélectionné des projets stratégiques pour l'entreprise, pour le groupe, pour démarrer sur une petite échelle et ensuite en format peau de léopard, c'est-à-dire qu'avec les tâches les groupes, les équipes qui étaient parties sur ces modes-là et qui étaient très satisfaites à le faire, on faisait des points réguliers aussi avec les organisations partenaires paritaires, les organisations syndicales, pour vérifier que tout ça se faisait dans le respect des gens, bien sûr. Et je dois avouer que même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce qu'on a dû itérer, on a appris de nos erreurs, on a fait des erreurs, évidemment, ça fait partie du chemin, ça a été quand même
un chemin dans une seule direction, c'est-à-dire que personne à aucun moment n'a voulu revenir en arrière pour une raison simple, c'est que ces modes de fonctionnement permettent à chacun de reprendre la main sur ce qu'il fait, et le pouvoir finalement est redonné beaucoup plus à ceux qui font qu'à ceux qui imaginent ce qu'il faudrait faire. Et à partir du moment où on délègue beaucoup plus d'autorité à ceux qui font, on fait moins de bêtises et en tout cas, on est capable de les corriger assez vite. Donc, ma reco pour terminer et répondre à ta question concrètement, et pour le coup, mais ce n'est pas calculé ou ce n'est pas quelque chose que je dis à propos parce que je suis avec des gens de Fusis aujourd'hui, mais je pense précisément que des organisations comme Fusis sont rares. Il en existe un peu partout dans le monde. Ce ne sont pas des grandes organisations à ce stade. Elles vont devenir très grandes, je pense, parce que les acteurs du conseil traditionnel sont finalement très peu adaptés à aider à faire ce genre de transformation parce qu'eux-mêmes sont très traditionnels en réalité, puisqu'ils ont conseiller des organisations qui leur ressemblent, qui sont ultra hiérarchiques, plutôt bureaucratisées au fur et à mesure de leur croissance. Et donc, je pense que des organisations avec des gens très expérimentés, comme vous l'êtes, Laurent, Yannick, et puis vos associés et vos autres partenaires, sont les mieux à même d'accompagner ces transformations. Et vous le faites brillamment. Encore une fois, je ne le dis pas par circonstance, je le pense sincèrement. Vous faites un travail extraordinaire en Belgique, en France, auprès d'institutions qui, comme Orange ou comme d'autres grands groupes ou comme d'autres institutions publiques, on se dit, c'est pas là que l'innovation va se produire. Et en fait, et bien sûr, ces organisations-là sont capables de se transformer, ont des potentiels incroyables d'amélioration et de transformation. Laurent, quel est ton avis sur les défis pour aider les grandes organisations à se transformer? Mais ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Luc, au-delà du fait que des compliments qu'il nous a adressés. Je pense que ce qui est fondamental, c'est que ce type de transformation n'est pas juste une transformation précisément organisationnelle ou structurelle, qui puisse être déconnectée du changement de posture personnelle des managers. Et à commencer évidemment par les managers au plus haut de l'organisation. Donc tout ce travail-là, il est aussi essentiel que les nouvelles pratiques qui sont mises en œuvre, sans quoi il y a un décalage. Et je pense que c'est d'ailleurs une des faiblesses de beaucoup de transformations dans le passé et de formation, disons, en leadership dans le passé également, c'est que les deux n'étaient pas connectés. Or, ce que nous essayons d'apporter, ce que nous croyons pour l'avoir vécu nous-mêmes en tant que manager, c'est qu'il faut connecter au mieux à la fois les modifications, les transformations structurelles, organisationnelles, voire culturelles, avec des changements de posture de l'ensemble des personnes de l'organisation, à commencer par le top management et le middle management. Et pour justement accompagner cela, si cela s'avère nécessaire, je crois que ça l'est effectivement, eh bien, on ne peut le faire que si on l'a soi-même vécu et si on le vit soi-même dans sa propre organisation. Et c'est pour ça que au sein de Fusis, nous n'avons que des personnes qui se sont vraiment réellement engagées dans une vie antérieure à mener ce type de transformation dans leur propre organisation et qui maintenant partagent leur expérience de transformation personnelle et leur expertise avec d'autres organisations. Et ça me paraît clé et je ne le dis pas pour effectivement promotionner nos services. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est cette transformation personnelle au cœur de tout. Et ça rejoint, je pense, fondamentalement tous les propos de Luc et ça ressort très fortement également du livre. Il y a plein de chapitres qui sont dédiés à cette transformation personnelle du management. Il y a des questions de l'audience que j'aimerais injecter dans le débat, si tu me permets, Luc. Notamment, comment on crée le dialogue social? Que tu l'as un peu évoqué quand tu parlais d'Orange. Je sais que nous, on rencontre aussi souvent ça avec nos clients, que ce soit en Belgique ou en France, avec évidemment les différences juridiques et culturelles. Mais comment on fait pour créer le dialogue social dans un cadre légal qui est ce qu'il est? Et comment on assure la concertation pour accompagner cette transformation? C'est une excellente question, c'est un sujet fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, l'affrontement stérile entre les syndicats d'un côté, la direction de l'autre et l'apanage des organisations justement traditionnelles, legacy,
et que précisément ces gouvernances collaboratives viennent résoudre en partie ou totalement ce genre d'affrontement stérile, encore une fois. Il faut réconcilier, je pense, dans le monde du travail, toute l'équipe. Moi, ce que j'avais proposé dès le départ, et je pense que c'est une cause qui est très bien entendue par les partenaires sociaux, puisqu'à partir du moment où on redonne de la responsabilité, de l'autonomie, de la marge de manœuvre, de l'intelligence, en fait, au quotidien, aux membres de l'équipe, ça va tout à fait dans le sens de ce que cherchent également à défendre les partenaires sociaux. Et donc, je pense que c'est très important de discuter de ça dès le début avec eux, d'expliquer qu'on n'est pas dans un changement d'organisation du travail systémique, mais plutôt qu'on va faire des tests sur quelques projets, sur quelques équipes qui sont volontaires. Je pense que Laurent l'a dit, c'est très important d'avoir des gens qui ont ce mindset, qui ont cet état d'esprit, qui l'ont compris et qui soit l'ont déjà expérimenté, soit l'ont tellement bien compris qu'ils sont prêts à le mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, il faut protéger ces expérimentations. Moi, j'avais la chance chez Orange d'avoir une grande marge de manœuvre et on m'a laissé tranquille à le faire sur une durée suffisamment longue pour pouvoir corriger ces erreurs. Et ce dialogue permanent avec les partenaires sociaux sur les zones d'expérimentation, je pense, c'est extrêmement positif. À la fin, on arrive à un état où on a beaucoup moins de clivage entre une direction et les syndicats qui représentent, entre guillemets, le reste de la population, parce que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde partage la raison d'être de l'organisation, les valeurs, et puis partage l'autorité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit permettre de réconcilier beaucoup de situations en entreprise et de les désamorcer by design, quoi, par construction. Voilà. Laurent, je crois que tu as une expérience aussi similaire, mais Oui. dans un service public. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, on a eu aussi des discussions très, très intéressantes avec les représentants syndicaux au niveau donc du SPF Mobilité, donc du ministère de la Mobilité en Belgique. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça dépendait beaucoup des personnes. C'est-à-dire que certains syndicalistes, y compris d'une même organisation, étaient très pour ce type de nouveau management parce qu'ils avaient confiance dans le manager qui le mettait en place, et d'autres qui ne faisaient justement pas confiance dans le management, eh bien, ne croyaient pas à ce type de démarche. Ce qu'il faudrait quand même rappeler, et Isaac Getz l'a très bien fait dans plusieurs livres, c'est que déjà dans l'entre-deux-guerres du siècle passé, il y avait des représentants syndicaux qui promouvaient des idées qui se rapprochent très fort de ce qu'on appelle aujourd'hui cette gouvernance partagée ou collaborative. Notamment Hyacinthe Dubreuil, qui a écrit à l'époque un livre qui s'appelle L'équipe et le ballon, eh bien, propose des manières de gérer les entreprises qui n'ont rien à, je veux dire, à envier à ce qu'ont écrit les Laloux, les Getz, les Robertson aujourd'hui. Et cela fait près de 100 ans. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, il n'y a rien congénitalement qui oppose le syndicalisme à ce type de management. Pour autant, à nouveau, et c'est une question de personne alors, que les représentants syndicaux eux-mêmes changent de posture ou fassent évoluer leur posture pour être véritablement dans un dialogue avec le management et ne partent pas du principe, comme si c'était une vérité acquise et définitive, que le management ne veut pas ou n'entend pas contribuer au bien-être de son personnel, si ce n'est que pour maximiser le profit. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est là aussi tout l'enjeu de la transformation personnelle des managers, eh bien, c'est de ne pas voir tout ce que l'on fait comme ayant pour but ultime la maximisation du profit, mais comme ayant un but en soi. Et je pense que l'une des caractéristiques des entreprises nouvelle génération, comme l'a dit très bien Luc et comme c'est démontré dans le livre, c'est de combiner à la fois évidemment le profit qui est nécessaire pour qu'une entreprise puisse survivre, mais aussi un engagement sociétal, environnemental et vis-à-vis du bien-être de ses collaborateurs. Alors, c'est ce que tu viens de dire, Laurent, me permet de rebondir sur une autre question qui est dans le. Et je rappelle de bien poser les questions dans l'écran Q&A. Ça me permet de les suivre. Mais donc, il y a une autre question qui était liée à juste ce que tu viens de dire, Laurent, qui est en termes de valeur, quels sont les indicateurs qui permettent d'assurer le succès de ces nouveaux modes de
transformation. Et je pense avoir entendu que vous en avez déjà évoqué un petit peu le sujet. Et je voudrais compléter la question avec l'impact de la transformation sur le business model des entreprises. Est-ce que les entreprises ont besoin de changer parce que leur business model ou leurs conditions de marché évoluent et ensuite elles vont se changer, ou est-ce que du fait qu'elles changent, à ce moment-là, ça change, ça a un impact sur leur business model, sur leur structure économique, sur leur structure de marché? Et comment vous faites ce lien entre la culture, l'organisation et l'économie de l'entreprise, sa performance, son positionnement stratégique? Je peux peut-être donner quelques indications de ce point de vue-là. Je pense que ce que nous voyons, nous, dans l'accompagnement d'entreprise, c'est qu'on voit plein de situations très différentes. C'est-à-dire, en fait, pas mal d'entreprises qui n'ont pas de problème particulier, mais dont le patron, la patronne se disent il faut qu'on évolue vers un modèle plus collaboratif parce que ce sera mieux pour les collaborateurs et ce sera mieux aussi pour la performance de l'entreprise. Ça, on le voit. Mais que en mettant en place précisément cette nouvelle approche, ils se rendent compte qu'ils pourraient aussi changer leur business model et leur façon d'organiser leurs équipes, par exemple, pour être plus multidisciplinaires, plus transversales, plus proches des clients, etc. Et on voit l'inverse aussi, c'est-à-dire des organisations qui se disent mais il faut vraiment qu'on change notre business model et tant qu'à le faire, faisons-le aussi en intégrant directement une gouvernance collaborative. Donc cela, à mon avis, on le voit, je vais dire, à plein d'égards. Et maintenant, si on regarde en fait les entreprises qui fonctionnent déjà selon des modèles collaboratifs depuis des décennies, hein, donc si je prends Gore, par exemple, il commence en 58 et il fonctionne comme cela depuis, enfin, il y en a plein, ce sont toutes des entreprises dont on voit que non seulement leur business model a évolué, mais que leur engagement sociétal a lui aussi s'est accru à travers cela. Donc, je pense que pour parler d'indicateurs, Yannick, pour me résumer, c'est que effectivement, quand on s'engage dans une telle démarche, on va prendre en compte des indicateurs évidemment de performance classique, financier, productivité haute, parce que ça reste important, mais on va prendre aussi des indicateurs qui sont liés au bien-être du personnel et qui souvent sont des indicateurs en amont de ceux de la productivité ou financier. On va prendre également des indicateurs en termes de l'engagement sociétal ou de l'impact sociétal et environnemental de l'entreprise. Ça me paraît vraiment fondamental. Et en plus, il faut bien reconnaître que tout cela, comme l'a très bien dit Luc à nouveau au début de son discours, eh bien, ça va motiver énormément les membres de l'organisation. Tout cela se renforce donc. Donc, il y a véritablement, je pense, que si on le prend par le bon bout, un cercle vertueux à tout cela. Mais comme l'a très bien dit Luc aussi, ça peut déraper et on voit malheureusement aujourd'hui des entreprises, y compris des très grosses entreprises, s'accaparer les développements technologiques et en fait centraliser encore plus le pouvoir que dans des entreprises dites classiques, en utilisant ces nouveaux moyens technologiques. Je peux compléter par un éclairage très opérationnel qui permet de lier la raison d'être aux objectifs, aux indicateurs et à la marge de l'entreprise, à son évolution. Un de mes co-auteurs, Philippe Pinault, est le dirigeant de Ola Spirit. C'est une plateforme qui permet de décrire par cercle et rôle son organisation, donc en format réseau d'équipe plutôt que pyramide hiérarchique traditionnelle. Et ce qui fait fureur aujourd'hui en matière de fonctionnalités et d'usage sur cette plateforme, qui est un mouvement qui vient des États-Unis, comme beaucoup de choses, et qui est en train vraiment de se répandre comme une traînée de poudre. Alors, c'est un exemple, hein, il y a d'autres façons de fonctionner, mais ça permet d'imager de façon concrète la question. C'est la méthode OKR, Objective and Key Result, donc les objectifs clés de l'organisation et les résultats clés, qui sont une manière extrêmement simple de cascader la raison d'être avec des objectifs à la fois quali et quanti, mais très simple à exprimer, très simple à décrire et très simple à découper quand on passe sur la hiérarchie de cercle d'un cercle à l'autre et au cercle concentrique qui le constitue, et de focaliser les énergies de l'organisation pour exécuter, réaliser la raison d'être. Donc c'est une manière extrêmement simple, la plus simple que je connaisse en tout cas, et celle qui a le plus de succès à l'heure où l'on parle en termes de méthode, pour décliner une raison d'être sur des objectifs et résultats clés connus de tous, visibles de tous,
et un suivi qui peut être fait en temps réel, alors sur Ola Spirit ou une autre plateforme, bien sûr. Mais voilà, c'est très efficace. Je suis impressionné par la rapidité de diffusion de cette méthode. C'est une façon très concrète de l'aborder et de le matérialiser dans une organisation de façon transverse. Alors, je voudrais rebondir là-dessus, ça correspond aussi à plusieurs questions que j'ai dans la liste. Donc là, on parle d'objectif OKR, objectif Key Result, hein, parce qu'on me demande de clarifier le nom de la méthode OKR, pardon, en français. Une méthode qui, à la base, je crois, a été développée par Google il y a quelques années à son démarrage. C'est ça. Et donc, c'est lié à la notion de performance, d'objectif. Et la question qui est posée, c'est est-ce que ça a un impact sur la rémunération des collaborateurs ou comment on met en lien la performance, les objectifs et les modes de rémunération des collaborateurs? Ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait corrélé si la performance est mesurée à l'aune des key results et puis impact par exemple une partie variable. Ceci étant, il y a deux choses sur la rémunération. C'est probablement le point le plus difficile pour les organisations qui ont implémenté la gouvernance collaborative et probablement pas le point le premier qui est abordé. En tout cas, on va vers plus de transparence des rémunérations. Je pense qu'aujourd'hui, il est évident pour tout le monde que lorsque les écarts entre le salaire le plus important de l'organisation et le plus bas dépassent des métriques avec plusieurs zéros, c'est totalement indécent et inacceptable. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec des idéologies politiques, mais c'est juste pas décent. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se corriger. La transparence est en train de progresser très fort sur les rémunérations. On l'a observé dans toutes nos interviews. Elle est quand même difficile et et pas à 100%, loin de là, dans la grande majorité des organisations qu'on a rencontrées. Et ensuite, ce que l'on voit quand même, c'est une tendance à aller vers moins de variables, moins d'incentives, moins de carottes, comme on le connaît sur les profils de vendeurs notamment, ou de business, etc. Et plus de rémunération fixe. Si toutefois il y a des variables, plus des variables collectives, qui font que les gens sont dans une dynamique d'entraide et de réussite collective plutôt que de compétition interne. Parce que ce que l'on observe dans les organisations qui ont réussi à bien se focaliser sur leur raison d'être, c'est un engagement hors du commun. Et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les gens vont rester dans l'organisation, vont être fidélisés, c'est que ils prennent leur pied, quoi, hein, si je le dis trivialement. Le matin, quand elles se lèvent, elles ont envie d'y aller, les gens vibrent et sont redevables vis-à-vis de leur père plutôt que redevables vis-à-vis d'un chef et d'un surchef. Et ça, c'est très puissant en matière de cohésion. Et donc, pour ces raisons-là, il faudrait plus de temps pour développer, mais la rémunération variable est plutôt en reflux dans ces organisations, contrairement aux autres organisations plus traditionnelles. Oui. Je rajouterais juste à ce qu'a dit Luc, c'est que effectivement, on va aussi privilégier dans ce type d'organisation plus s'il y en a des variables collectives qui sont plutôt qu'individuelles. Ça, je pense que c'est très important aussi pour vraiment promouvoir, je vais dire, cette dynamique collective et de marquer aussi le fait que en fait, les résultats de l'un sont souvent grâce au travail des autres et qu'il serait absurde d'isoler les performances de l'un de la contribution des autres. Donc ça, c'est important. L'autre chose, et Luc l'a mentionné, ce n'est pas le sujet qui doit être abordé en premier dans une transformation, et ce n'est pas une volonté d'écarter les sujets qui fâchent, mais simplement pour pouvoir, avec des équipes, réfléchir sainement sur justement la façon dont on répartit les fruits du travail. Il faut aussi que l'équipe ait gagné en confiance interne et qu'il y ait une certaine maturité qui se soit établie de manière à pouvoir parler sainement de tout cela. Et enfin, je dirais, ça va tout à fait aussi dans le sens de ce qu'a dit Luc, c'est que équité ne veut pas dire égalité. Ce que l'on promeut dans une approche collaborative, c'est que chacun se sente respecté comme intrinsèquement égal. Mais intrinsèquement égal, c'est de l'ordre de l'équité. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit gagner la même chose, mais que, comme l'a dit Luc, les écarts
soient justifiés, transparents et considérés comme normal et juste, comme normaux et justes. C'est ça qui est très, très important. Donc, on n'est pas du tout dans une idéologie communiste où tout le monde gagnerait la même chose, mais où tout le monde ressent pleinement et peut parler sereinement de cela, que effectivement les rémunérations des uns et des autres correspondent à ce qui est juste et équitable. Et une autre question qui vient de l'audience pour prendre un autre aspect, non pas un aspect rémunération, mais un aspect lié aux prises de décision. Par exemple, dans ton expérience, Luc, chez Orange, est-ce que la manière dont les décisions étaient prises concrètement a changé avec ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as utilisé des approches qui étaient proches de l'holacratie ou autres, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que ça a eu comme impact réel sur la capacité de prise de décision des différentes personnes? Oui, très, très intéressante cette question-là. La prise de décision, il existe de multiples méthodes de prendre des décisions. Dans un article que vous trouvez facilement à mon nom dans la Harvard Business Review, j'en décrypte toute une série et je crois que je fais un focus sur 7 manières de prendre des décisions principales et j'en évoque d'autres. C'est un sujet que j'aime bien parce que je pense que il y a différents modes de décision adaptés à différentes situations. Le mode de décision qui est vraiment majeur dans les interviews que nous avons menées et dans les gouvernances collaboratives, c'est la décision par consentement parce qu'elle est un bon mix entre la rapidité et la prise en compte des avis d'autrui. En anglais, il y a une expression qu'on connaît bien maintenant pour ceux qui pratiquent ces gouvernances qui s'appelle le safe enough to try, c'est-à-dire que la proposition qui émane du terrain de n'importe qui dans l'organisation a suffisamment été challengée et améliorée par les remarques, un peu comme des amendements à l'Assemblée ou au Sénat, si vous préférez, pour être mise en œuvre et testée. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu d'objection suffisante à empêcher qu'elle ne soit mise en œuvre et testée en consultant les personnes qui étaient pertinentes sur le domaine d'application de la décision. Donc, je pense que le consentement est probablement aujourd'hui, alors le consentement, c'est pareil, hein, ça date pas d'hier, hein, c'est extrêmement ancien, c'est né notamment après les processus de consensus qui sont nés aux Pays-Bas avec la sociocratie dans les années 40 puis 70 qui ont été très popularisés. Donc c'est une amélioration, c'est une variante du consensus, le consensus qui peut être long et assez frustrant parce qu'on n'arrive finalement jamais à décider, là où le consentement prend en compte quand même des améliorations et des corrections pour aller rapidement sur la mise en œuvre. Et puis, je pense qu'en général, ce que j'ai pu tester moi dans ma vingtaine d'années de management, c'était vraiment de permettre la subsidiarité, hein, c'est-à-dire donc de déléguer la prise de décision au plus proche du terrain pour tout ce pourquoi les gens sont plus experts que vous à décider. Moi, quand j'étais manager de techniciens d'intervention sur le terrain, j'avais beaucoup d'équipes. J'avais plus de 1000 personnes sous ma responsabilité. Les gens qui ont trouvé les meilleures façons de satisfaire le client, c'était les gens qui voyaient les clients tous les jours et certainement pas moi. C'est pas un sujet de diplôme. Tout le monde a du bon sens. Tout le monde a finalement une intelligence pratique et capable de faire des propositions. Donc, en lançant un concours d'idées, on est capable de trouver des choses qui vont permettre de faire des sauts quantiques en matière de satisfaction client. Et c'est ce qu'on avait fait en la matière. Ensuite, je pense que dans certaines situations, on peut revenir à des décisions, à des modes de décision tout à fait différents parce que ça le nécessite. Ça peut être le cas en temps de crise, par exemple. Un dirigeant, par exemple, peut vouloir sur certains sujets, faire un comité de crise pour accélérer les prises de décision et manœuvrer dans la tempête de façon différente et temporaire. Et de la même manière, on peut vouloir, sur un sujet qui nécessite beaucoup d'expertise et beaucoup d'investissement pour décider correctement, désigner un certain nombre d'experts ou de gens qui vont instruire le dossier et qui ensuite, sur la base de l'instruction et de leur exposé, vont permettre à un collège de responsables ou choisis au sein de l'entreprise de décider. Donc voilà différentes méthodes qui sont associées à différentes situations. Je pense qu'on peut difficilement dire, voilà, il y a une méthode pour décider et c'est celle-là et pour tout le monde.
Et je pense que cercle par cercle, on va vouloir utiliser des decision-making process, donc des processus de décision adaptés à la situation, voire au métier. Luc, je viens de partager dans le chat le lien vers ton article Our Business Review Merci. sur décider comment décider. Donc voilà, ceux qui veulent Merci beaucoup. lire l'article. Laurent, est-ce que tu veux réagir sur l'aspect de décision? Non, je pense que Luc a tout dit. Effectivement, l'important de ces mécanismes de décision, c'est effectivement de donner une voix à tout le monde dans la prise de décision. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit participer à toutes les décisions, bien sûr, mais que chacun sente qu'il puisse contribuer et exprimer sa voix par rapport à des décisions qui vont impacter son travail au quotidien. Ça me paraît évidemment fondamental et c'est la base de tous ces mécanismes de décision. Et comme l'a très bien dit Luc aussi, on peut les moduler en fonction des situations. L'important étant, me semble-t-il, que quand on décide de prendre certaines mécaniques de décision, qu'on soit clair sur le pourquoi, qu'on soit à nouveau transparent sur les raisons qui nous poussent à le faire, sur le temps, par exemple, tu parlais d'une situation de crise, alors qu'on explique effectivement, c'est une situation de crise, on doit changer certaines règles, mais on le fait, ce changement de règles se fait lui aussi en prenant en compte, je vais dire, le collectif, et ce n'est pas simplement des décisions qui sont décidées autocratiquement. Moi, j'ai une question que j'aimerais te poser, Luc. Dans ton livre, tu dis avoir interviewé des managers, des entreprises dans 30 pays. Alors, restons peut-être au niveau européen. Est-ce que tu vois des différences fondamentales en termes de maturité dans la progression vers ces nouveaux modes de management, dans le style de management qui est choisi? Est-ce que tu vois un lien entre une certaine culture propre au pays et à ce qui se fait? Quel est un peu ton retour d'expérience au niveau de l'Europe? Et peut-être, pour terminer, est-ce que ça peut être un moyen, ces nouveaux modes de management, de permettre à l'Europe de trouver sa voie dans le concert économique mondial et le concert géopolitique mondial? J'en suis intimement convaincu. Pour ma part, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a des disparités culturelles énormes au sein de l'Europe, mais il y a un corpus de valeurs qui nous fait européens en fait, et qui est très lié au fait que ces nouvelles formes de gouvernance collaborative, elles émanent de l'Europe définitivement. Alors on peut quand même féliciter les Américains en particulier pour leur capacité à marketer les choses, mais lorsqu'ils marketent ces méthodes, ils marketent des méthodes européennes à 100%. Les racines sont chez nous, sont en Europe, c'est une évidence. En particulier les pays qui sont en tête du développement et en tête de la maturité que tu évoques, Yannick, sont sans aucun doute les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. J'aurais dû dire Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Belgique dans l'ordre. Qui sont vraiment les 4 pays qui tirent ces méthodes-là. Je pense que les Pays-Bas, qui sont le creuset, comme je l'ai dit, de la sociocratie, de la décision par consensus, de l'intelligence collective dans le privé, mais aussi dans le public. On voit aux Pays-Bas beaucoup de gouvernements locaux s'emparer de ces nouvelles gouvernances, à Amsterdam, dans différentes localités majeures du pays. Également au plus haut niveau de l'État, puisque l'État néerlandais a demandé, par exemple, à Jos de Blok, le patron de Buurtzorg, qui est un groupe bien connu en gouvernance collaborative avec les infirmières ou les infirmiers en proximité sur tout le territoire, de conseiller l'État sur la réforme vers ce type de gouvernance et donc la modernisation du mode de fonctionnement des institutions publiques. En Allemagne, pour des raisons culturelles probablement assez différentes des Pays-Bas, également ce type de gouvernance progresse. On a un capitalisme germanique qui est beaucoup basé sur des organisations patrimoniales ou en format de fondations partenariales qui ont donc un focus sur la raison d'être qui est très bien outillé. Au Danemark également, les fondations partenariales sont très développées. En France, les entreprises à mission sont juste arrivées dans la loi en 2020, donc c'est assez tardif. En Belgique, vous avez beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens également. Donc je pense que l'Europe du Nord, quand même,
tire. L'Europe du Sud est plutôt en retard. Alors la France, parce que c'est un pays très jacobin et très où Descartes et Napoléon ont été d'une modernité incroyable à leur époque, mais aujourd'hui sont totalement décalés, hein, et donc continuer à gérer par exemple la crise du Covid comme on le fait actuellement en France de manière ultra centralisée est totalement anachronique. C'est mon point de vue en tout cas. Et puis pareil pour les pays du sud de l'Europe, Italie, Espagne sont assez en retard. Donc je pense que ces valeurs, pour résumer, sont européennes. J'ai pas parlé d'un autre pays, il faut que je le fasse avant de terminer, c'est la Russie. On peut considérer qu'elle est en Europe ou en dehors de l'Europe. En Russie, il y a une entité qui s'appelle Business with Meaning à Moscou qui fait l'équivalent de The Next Gen Enterprise Summit. En Russie, ça a énormément de succès. Il y a une vague qui est en train de se lever en Russie d'entrepreneurs sur les gouvernances collaboratives qui est impressionnante. Et je pense que ça va être, comme au Japon d'ailleurs, ça peut paraître contre-culturel ou décalé, mais ça va être des viviers d'entrepreneurs et d'organisations qui vont se transformer sur ce mode-là extrêmement important dans les mois qui viennent. Voilà, donc pour résumer, ce sont des valeurs européennes, il faut qu'on les revendique. C'est la troisième voie. Je pense qu'il y a le capitalisme américain que tout le monde connaît, qui pousse le libéralisme très fort. Il y a le mode chinois qui est quand même un mode dictatorial qu'on ne peut pas envier. En tout cas, personnellement, ce n'est pas le mode que je privilégie clairement. Et puis les valeurs européennes qui sont basées sur ce développement d'intelligence collective, cet impact positif qui me semble être une revendication nécessaire et légitime pour tous les Européens et un fédérateur incroyable pour les années qui viennent. Je pense que c'est ça la troisième voie du capitalisme et en tout cas c'est celle que moi je choisis sans hésitation. Laurent, il nous reste 2 minutes ou 3 Oui, minutes. mais Est-ce que tu veux? ce que les propos de Luc évoquent chez moi, c'est de penser que si la Commission européenne et le Conseil européen pouvaient adopter la technique de la décision au consentement et non plus les techniques qui sont fondamentalement à l'unanimité aujourd'hui ou au consensus, eh bien, je pense que l'Europe ferait un bond immense Géant. immense en termes de rapidité de décision et de pertinence de décision. Mais ça nous ramène au point initial aussi qui concernait le changement de posture des managers. Pour pouvoir précisément adopter ce type de décision au consentement au sein du Conseil ou de la Commission, il faudrait effectivement que les représentants des pays qui y siègent adoptent une posture réellement collaborative et non plus de défense d'intérêts ici, non pas personnels, mais purement nationaux. Et si on arrivait à sortir de là, à nouveau, la construction européenne pourrait être ce qu'elle a été malgré tout depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un espoir extraordinaire pour le monde, de développer des modes de gouvernance au niveau des États et du monde qui correspondent vraiment à ce dont nous avons besoin. Donc là, je pense que vraiment, on fait rejoindre ce qui se développe en entreprise, ou dans les organisations, je dirais, privées ou publiques, et ce qui pourrait se mettre aussi dans les États ou dans les organismes internationaux. Je trouve que c'est une excellente conclusion, enfin en tout cas une conclusion qui moi personnellement m'inspire. On va voir si on arrive à voir Charles Michel dans nos prochains webinaires. Le président du Conseil européen est belge et il habite pas très loin d'ici, donc si ça se trouve on arrivera à le convaincre. Je suis pas sûr qu'il voilà, il pourra changer facilement les règles, mais pourquoi pas. Mais en attendant d'avoir Charles Michel comme intervenant, je voudrais juste vous rappeler aux participants que nous faisons régulièrement ce genre de webinaire et que le prochain a lieu le 4 février à 11 h. Et nous aurons Antoine-Henri de Frahan qui a également publié un livre qui s'appelle « Créer de la valeur ou disparaître ». Et donc là, aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne continuité avec la discussion qu'on a aujourd'hui. On va rentrer beaucoup plus dans le détail et beaucoup plus en profondeur avec les aspects à la fois théoriques et les aspects très pratiques sur comment la valeur, qui est quand même au cœur du système libéral capitaliste, peut être beaucoup plus qu'une simple distribution d'actionnaires. Et je pense que ça va faire le lien avec la première question que je posais sur l'aspect aussi actionnarial. Comment vraiment créer de la valeur et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Voilà, je remercie beaucoup Laurent, évidemment, d'avoir participé, mais surtout Luc, pour cette intervention que personnellement j'ai trouvée vraiment brillante et très enrichissante. Et moi, j'espère que nous allons se recroiser bientôt, ce que je ne doute pas.
Merci à tous. Nous respectons l'horaire. Il est 57, donc je vous laisse rejoindre votre prochaine réunion dans les temps. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.